Alors, l'exemplier arrive et pendant ce temps, je dis les deux mots préliminaires. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir M. Jacques Berlioz, qui est le spécialiste des exemplaires. Non, ce n'est pas le spécialiste, parce que l'autre spécialiste des exemplaires est en train d'arriver, avec une collègue également spécialiste des exemplaires. Mais enfin, Jacques Berlioz et Marianne Paulot de Beaulieu sont les grands spécialistes en France des exemplaires. Donc, nous avons, moi, j'en ai un tout petit peu parlé, évidemment, nous tombons sur des exemplaires, je suis bien obligé de mettre le pied un peu dans les exemplaires, mais c'est un pied maladroit, n'est-ce pas, tandis que eux, c'est vraiment extraordinaire. Donc, Jacques Berlioz est un chartiste et il est tombé dans les exemplaires tout petits parce qu'il a fait une thèse sur Étienne de Bourbon, qui est un dominicain, auteur d'un Tractatus de diversis materiis predicabilibus, donc un traité sur des matériaux qu'on peut utiliser pour la prédication, hein, qui est un des plus importants recueils d'exemplaires que nous connaissions, dont Jacques Le Goff, autrefois, s'était beaucoup occupé. Donc c'est un chartiste, il est ancien membre de l'école de Rome, puis il a fait une carrière d'archiviste et de professeur d'université à l'université de Lyon 2, dans des universités suisses romandes, et il a été directeur de l'école des Chartes, ce qui était surtout le plus beau poste qu'on puisse imaginer, parce que quand l'école des Chartes était jusqu'à il y a très peu de temps dans les locaux de la Sorbonne, hein, le bureau du directeur de l'école des Chartes, à demi enterré, très grand, un peu sombre, hein, avec les médailles des anciens directeurs, etc., les livres, tout ça, c'était... voilà, on se croyait dans... on était vraiment dans l'univers de Sylvestre Bonnard, hein, c'était vraiment un intelligent. Et il est actuellement, ce qui montre qu'il a toutes sortes de compétences, président du conseil d'administration de l'école française d'Extrême-Orient, hein, ce qui montre qu'il a de vastes horizons. Et bon, je ne mets pas ici sa bibliographie, mais elle touche essentiellement les exemplaires, mais aussi, à partir d'eux, des interprétations historiques ou d'anthropologie historique ou de sociologie historique qui l'ont conduit dans des domaines extrêmement divers. Et avec Marianne Paulot de Beaulieu, ils ont aussi mis à jour la Bible des spécialistes d'exemplar, qui est le recueil, enfin l'index exemplorum qu'on appelle de Toubar, qui est un ouvrage finnois datant du début des années 60 et qui a répertorié tous les exemplaires. Tous, non, pas tous, certains avaient échappé à la vigilance de Toubar, et maintenant, grâce à nos deux savants, nous sommes encore mieux équipés qu'avant pour nous déplacer dans ce monde vraiment extraordinaire et qui mérite qu'on y passe une vie de chercheur. On a presque envie de continuer dans l'autre monde, tellement c'est plaisant. Et donc, je lui laisse la parole. Bien, merci, cher Michel Zinc, pour cet accueil et pour ces mots flatteurs, et aussi l'évocation de moments qui sont pour moi un peu nostalgiques, précisément dans ce beau bureau de la direction de l'école des Chartes. Alors, parler aux simples gens, les récits exemplaires semblent une source toute désignée pour pénétrer une parole qui s'adresse à un large public, un public populaire. C'est-à-dire que leur approche semble mener tout droit sur une route dégagée à la compréhension des règles d'un art qui est voué à la persuasion et d'un art qui serait aisé à capturer.
Mais malheureusement, nous allons le voir, rien n'est simple, et même tout se complique dès qu'on y regarde d'un peu plus près. Mais enfin, soyons optimistes, il est quand même possible de dénicher quelques précieux indices dans les récits mêmes ou dans quelques sources extérieures. Mais je m'attacherai aujourd'hui surtout aux récits qui sont donnés dans les recueils d'exemplats, dans les recueils de récits exemplaires. Donc je voudrais présenter très rapidement quelques pistes autour de ces récits exemplaires avec donc comme ligne de conduite de pouvoir déceler en eux des signes permettant de voir en quoi, en visant le peuple, en visant les simples gens, ils peuvent proposer des constantes dans ce qu'on pourrait appeler provisoirement une rhétorique des simples ou une rhétorique du simple. Alors avant tout, un bref rappel, que vous me pardonnerez, sur les récits exemplaires, qu'appelle-t-on récits exemplaires ou exemplum, pluriel exempla, pour essayer de se mettre d'accord. Alors je délaisse tout de suite la définition de la rhétorique grecque et de la rhétorique latine qui sert d'arrière-plan au Moyen-Âge, mais qui finalement est pour nous de peu d'utilité. Dans la rhétorique Irénius, on trouve c'est citer un fait ou un propos du passé dont on peut nommer l'auteur avec précision. Ça ne colle pas tout à fait pour les exemplas que l'on trouve au Moyen-Âge, et notamment les récits qui sont utilisés dans nos sermons. Alors, le Moyen-Âge, finalement, n'a pas proposé, c'est bien dommage, de définition précise de l'exemplum, notamment de celui qui est utilisé dans la prédication. Donc il faut en quelque sorte tirer cette définition des textes que l'on examine. Oui. Alors, on peut prendre une définition qui est donnée par Jean Thiébaut-Velter, chanoine qui, au début du XXe siècle, a beaucoup étudié les récits exemplaires. Voilà ce qu'il dit. Par le mot exemplum, on entendait au sens large du terme un récit ou une historiette, une fable ou une parabole, une moralité ou une description pouvant servir de preuve à l'appui d'un exposé doctrinal, religieux ou moral. Et bien finalement, cette définition, elle est tout à fait excellente, puisqu'il montre tout de suite la différence, que sous le mot exemplum, il y a beaucoup de choses. Il y a des fables, paraboles, moralités, etc. Jacques Le Goff a étudié les récits exemplaires dans les années 70 et dans les années 80, lors de son séminaire auquel participait d'ailleurs Michel Zinc, c'est là où nous nous sommes rencontrés. Et Jacques Le Goff a donc remis au goût du jour les exemplats, même si l'École des Chartes avait donné dans les années 60 quelques thèses importantes sur ces recueils. Donc, il étudiait la culture folklorique, il étudiait le purgatoire, il étudiait les ordres mendiants, donc il a rencontré les exemplats. Et en 1982, il en donne la définition suivante: un récit bref, donné comme véridique et destiné à être inséré dans un discours, en général un sermon, pour convaincre un auditoire par une leçon salutaire. Donc là, la définition se fait à la fois plus serrée, avec le sermon qui est cité, et puis en même temps, je veux dire, plus large au sens que Jacques Le Goff prend en compte la dimension pragmatique du récit exemplaire. Nous voyons à travers cette définition comment le faire croire se développe en récits, eux-mêmes proposés sous forme orale dans le sermon. Alors, il y a eu des débats autour de ces définitions. Ce qu'il faut retenir, c'est s'il est d'abord un récit, il déborde sur les comparaisons, sur les métaphores. Et ça, on le sait quand on étudie les manuscrits, et Victoria Smirnova l'a bien montré récemment dans un bel article publié dans la revue Mabillon. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on le verra dans un moment, c'est que la notion de réel est importante. C'est un réel
qui est repensée en fonction des conceptions médiévales. C'est-à-dire que la différence entre un récit réel et un récit fictif n'est pas une opposition entre le vrai et le faux, mais entre ce qui s'est passé et ce qui est possible. Et un jeune chercheur, Nicolas Louis, a rappelé cela en disant « L'exemplum est un argument qui fonde le réel par la présentation ou son rappel d'un cas concret. » Ça, ce sera très important dans ce qu'on pourra montrer. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir derrière soi, ou comme en filigrane, de voir cette notion de réel, qui est importante dans les exemples-là, de concret. Et quand on parle aux simples gens, parler de façon concrète, de choses concrètes, c'est quelque chose d'extrêmement important pour cette rhétorique. Précisément, soyons concrets. Alors, comment les choses se présentent-elles ? J'irai assez vite parce que ce sont des choses qui sont bien connues. Le christianisme a très bien vu l'intérêt de faire passer une doctrine par les récits. Alors, il s'agit à la fois d'exemplarité, mais surtout de penser que les récits, comme récits pleins en quelque sorte, comme icônes, vont être utiles pour définir une conduite. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand vous donnez un récit exemplaire, il ne s'agit pas forcément d'imiter les héros du récit. Comme il y a beaucoup de récits exemplaires qui sont tirés des vies de saints, par exemple, il est difficile d'imiter complètement la conduite d'un saint. Parfois même, ça peut être dangereux. Mais il faut repartir avec une conduite stylisée en tête, qui est prête à ressurgir en temps utile. C'est-à-dire au moment où il faudrait se confesser, au moment où il faudrait communier, au moment où l'on s'apprête à commettre l'adultère, il faut se souvenir des choses, des récits qui montrent qu'en fait, non, il ne faut pas céder, ou à la gourmandise, enfin, à tous les péchés que l'on a vus dans le sermon qu'a présenté tout à l'heure Michel Zinc. Bien. Alors, vous allez me dire, les exemples-là n'arrivent pas ainsi au XIIIe siècle. À l'époque où les ordres mendiants vont faire des recueils, il y en a bien avant. Grégoire le Grand, par exemple, par ses dialogues, a composé quasiment un recueil d'exemplaires. Et d'ailleurs, Jacques Le Goff a dit « il est le père de l'exemplum médiéval ». On a même cru que ce n'était pas de lui, ces dialogues. Et puis on en a montré quand même, tellement ça faisait écart par rapport à ce qu'il écrivait d'habitude. Les Vitae Patrum, par exemple, les anecdotes qui renvoient aux moines égyptiens des premiers temps du christianisme, sont aussi en grande partie des recueils de récits exemplaires. Si l'on galope un peu, si on court les siècles, on voit que les cisterciens, qui ont vu très vite mise en cause la stricte construction morale de l'ordre, qui ne vécut finalement qu'une petite cinquantaine d'années sur ses acquis initiaux, pensèrent qu'en réunissant des récits exemplaires tirés de sources variées et en les diffusant dans les monastères, ils pourraient ressouder l'ordre autour de figures tutélaires, comme autour de récits édifiants survenus aux plus humbles d'entre eux. Alors, un grand nombre de recueils comme le Liber Visionum et Miraculorum, vers 1170, le livre des miracles de Herbert de Clairvaux, le grand exorde de Cîteaux, ou le dialogue des miracles de Césaire de Heisterbach, qui a été composé vers 1219-1222. Alors, ce sont des recueils qui sont à usage interne. Eh bien, précisément, alors, nous ne pourrons pas le faire aujourd'hui, mais je voulais simplement vous le signaler, que dans ces recueils, il y a sans doute un parler aux simples gens. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde bien les choses, ces récits exemplaires sont destinés tant, ce qu'on peut appeler les moines de cœur, les moines qu'aux convers. Et ces convers étaient en grande partie illettrés, tout au moins sans lettres. Alors, il y avait quelques nobles qui, par humilité, se mêlaient aux convers, mais enfin, dans l'ensemble, ce n'étaient pas des gens cultivés. Et donc,
l'on pourrait reprendre ces recueils cisterciens dans cette optique. Alors, ces récits, d'ailleurs, furent abondamment repris par les membres des ordres mendiants. Je ne vous fais pas un dessin, c'est simple. L'Église subit au XIIe et XIIIe siècle des défis importants, développement des villes, avec arrivée précisément dans ces villes de personnes qui viennent du monde rural. C'est-à-dire qu'au XIIIe siècle, les villes sont peuplées de paysans, si j'ose dire, qui vont peu à peu s'urbaniser dans tous les sens du terme. Enfin, les habitants sont quand même encore mal encadrés par des curés qui succombent à la tâche. Il y a l'ampleur de l'hérésie cathare et des mouvements évangélistes, comme les mouvements évangéliques, comme les Vaudois. Donc l'Église doit s'adapter, être comprise des masses et doit s'adresser au peuple des villes et des campagnes en parlant son langage. Et elle a tout de suite vu l'intérêt de ces récits exemplaires, et on peut le voir donc, soit à travers les sermons où les exemples interviennent, soit également à travers le nombre très important de recueils de récits exemplaires. En général, enfin, les choses se font très simplement, c'est-à-dire que un prédicateur semble particulièrement doué pour prêcher et connaît un grand nombre d'exemplaires. Ses collègues lui demandent gentiment de bien vouloir en faire un recueil pour eux-mêmes, dont ils se servent, qu'ensuite ils découpent, reprennent et utilisent. Alors, je voudrais également préciser, à propos du récit exemplaire, puis nous allons rentrer dans le vif du sujet, que l'exemplum n'est pas, tout au moins à ses débuts, un genre littéraire. Il emprunte à des sources multiples et il se définit par sa fonction. Il ne se réduit pas à lui-même, il ne faut surtout pas qu'il se réduise à lui-même. Les prédicateurs font très attention à cela. Il ne faut pas qu'il devienne autonome. Alors, ça arrivera. Il partira dans la nouvelle, il partira chez Boccace, il partira... enfin, au XIIe et XIIIe siècle, il faut que l'exemplum reste un esclave, en quelque sorte. Il faut qu'il s'intègre dans un discours. C'est un ingrédient. Claude Brémond, qui est linguiste et sémiologue, qui a beaucoup étudié les exemplaires, avait dit que c'était un couteau suisse. Bon. Alors, j'en ai un sur moi, je ne vais pas le sortir pour vous montrer en quoi c'est. C'est vrai qu'un couteau suisse, c'est rouge, c'est la couleur, et puis ça a beaucoup de lames et ça sert de façon différente. Ça peut être un tournevis, un tire-bouchon, etc. Mais ça reste toujours un couteau suisse. Et c'est ça qui est important. Donc, il faut retenir effectivement cette image du couteau suisse pour l'exemplum, qui est une image qui me semble extrêmement importante. Alors, vous allez me dire, c'est très simple, puisque les recueils d'exemplats, alors qu'ils peuvent également se trouver sous la forme de sermons modèles, où l'on retrouve ces récits, sont souvent précédés de prologues. Il n'est qu'à regarder les prologues pour constater ce qu'il en est. Et Michel Zinc a parlé ce matin de Jacques de Vitry, qui fait un admirable prologue. Donc quand on regarde les prologues, on s'aperçoit tout d'abord, les auteurs ne visent pas seulement les simples, mais visent un public large. Étienne de Bourbon, Hominès, Thomas de Cantimpré, les hommes de toutes conditions, Arnold de Liège, début XIVe, ils s'adressent à tout genre d'hommes, etc. Alors, il est souvent ce public vu comme sans lettres. C'est-à-dire que ceux qui ont composé ces recueils de récits exemplaires, et Étienne de Bourbon, par exemple, rassemble près de 4000 récits, ce qui est quand même beaucoup, surtout quand on en est l'éditeur. Mais il y a d'autres... enfin, sinon, on est à 800, 400, il y a à peu près de cet ordre d'idées. Ces praticiens sont conscients que le public privilégié des récits exemplaires, c'est un public sans lettres. Jacques de Vitry vise les simplices et infirmi. Étienne de Bourbon évoque le côté non poli des hommes simples. Jean de Gall
oppose aux viriliterati les illiterati, à qui sont destinés les exempla. On ne peut pas être plus clair. Le Speculum Laicorum montre que les laïcs à instruire sont in scientia debiles et in fide rudes, débile, enfin faible dans la science et un peu rude, enfin un peu pas bien dégrossi, disons, pour ce qui est de... Bien. Alors, il y a un auteur qui est tout à fait passionnant pour ça. D'abord parce que c'est le patron, enfin l'ancien patron des dominicains, qu'il a dirigé pendant 10 ans, de 1254 à 1263, cet Humbert de Roman, qui copie un peu Étienne de Bourbon, même beaucoup, pour en faire un nouveau recueil, petit recueil, qu'il écrive entre 1263 et 1277, c'est le Don de crainte. Don de crainte, il y a environ 250 récits, et c'est un auteur qui donc connaît bien ce dont il parle, de quoi il parle, et c'est un conteur, c'est un prédicateur, et c'est quelqu'un de très concret. Et lire le prologue, vous avez ce recueil a été traduit en français par Christine Boyer, il a été longtemps épuisé, parce qu'il a un succès de librairie absolument formidable, et il vient de reparaître aux éditions universitaires de Lyon. Alors c'est un bel instrument de travail, et son prologue est très précieux pour son aspect très concret. Alors il commence à invoquer l'autorité de Grégoire pour qu'il les exemples émeuvent mieux que les discours, et pour lui il y a l'auditoire. Enfin, ce qui est fondamental pour lui, c'est l'auditoire, c'est le public à qui ils sont destinés. Et l'utilitas de l'exemplum trouve sa force dans l'appétence du public pour les récits. C'est-à-dire que le prédicateur doit se mettre à la portée du plus grand nombre d'auditeurs et le contenter. Et Jacques de Vitry évoquait d'ailleurs déjà une récréatio concomitante à l'édification. Et Humbert de Roman fait du plaisir, de la délectatio, l'élément moteur de la narration exemplaire. Plus tard, à la même époque plutôt, Thomas de Cantimpré dit que les récits doivent être joyeux et bienvenus. Et quand on regarde ce prologue, on pourrait d'ailleurs consacrer beaucoup de temps, mais enfin simplement lire quelques passages. Voyez ce qu'il dit à propos de l'enseignant, c'est-à-dire à propos du prêcheur. Il y en a beaucoup qui ont le don de parler en citant les bons auteurs, en employant arguments et en citant des commentaires. Je traduis, vous avez, si ça correspond, voilà, vous avez le texte latin. En citant les bons auteurs, en employant arguments et en citant des commentaires. Bref, en s'y prenant autrement qu'avec des exemplas, genre pour lequel ils n'ont pas le talent de raconter agréablement. Raconter agréablement. Dans le latin, vous voyez, vous avez gratiosa narratio. Il n'est pas souhaitable que ceux-là abandonnent le procédé dans lequel ils sont doués pour cet autre où ils ne le sont pas. Donc vous voyez, il y a une distinction entre prédicateurs qui sont bons à raconter des histoires et ceux qui excellent en subtilité théologique. Donc parler aux simples gens est en soi un art. En d'autres termes, la performance et l'art d'énoncer gagne l'outillage rhétorique du parler au simple. Il en fait vraiment partie. Donc le parler aux simples gens se fait d'abord dans l'art de les subjuguer, de leur plaire, et aussitôt après, il en vient au public dont on vient de parler. Deuxièmement, quant à l'auditoire, ce n'est pas aux personnes de haut savoir qu'on peut se permettre de proposer ces exemples-là, excepté ceux qui seraient très recommandables et tout à fait dignes sur le plan religieux, mais un auditoire dont la faculté de compréhension est moindre et à qui ils conviendront mieux, comme le lait au nourrisson. C'est une image qui revient souvent, le lait au nourrisson. On peut compléter, on pourrait la lire des heures, cette introduction, ce prologue. Il y a quelque chose de tout à fait intéressant, parce que très souvent on a l'impression que les exemples-là doivent gagner les sermons. C'est vrai, mais pas seulement. Et Humbert de Roman dit, vous voyez,
il faut ceux qui se consacrent à la prédication soient riches d'exemplats de cette sorte pour en faire usage, tantôt dans les sermons publics, sermones communes, tantôt dans leurs entretiens avec des personnes qui ont la crainte de Dieu, tantôt lors de rencontres amicales, à l'adresse de toute catégorie de gens pour procurer édification et salut. Évidemment, les sermons, nous les avons conservés. On en a conservé beaucoup en amont, en aval de la prédication réelle. Mais il ne faut pas oublier que ces récits étaient, et là ils sont beaucoup plus difficiles puisque ces conversations et ces entretiens naturellement ont été perdus, mais il faut penser à ces échanges directs, hein, quand on parle de parler aux simples gens, pour ce qui est des récits exemplaires, il y a certes cette parole devant un public vaste, mais il y a aussi ces entretiens particuliers. Et l'on sait notamment que dans la lutte contre les hérésies, Étienne de Bourbon le dit, le fait de parler directement avec quelqu'un, avec un hérétique, d'échanger calmement les choses, était une pratique qui était faite. Il n'y avait pas que les sermons et le tribunal et l'Inquisition. Pardon, je ferme la parenthèse. Alors, vous voyez aussi ce vaste public, c'est-à-dire que les exemplaires ne sont pas destinés seulement aux simples, mais aussi à un public qui peut être cultivé. Alors, on trouve peu dans les sermons vraiment universitaires de récits exemplaires, mais quand même, vous connaissez le récit célèbre du crapaud qui se colle au visage d'un fils ingrat et qui ne se décollera qu'à force de pénitence. Eh bien, un de ceux qu'il raconte, c'est saint Bonaventure, et il le raconte lors d'une de ses collations ou conférences du soir qu'il a prononcées le dimanche 3 avril 1267. Alors, essayons de repérer très rapidement quels sont les indices qui, à l'intérieur de ces récits exemplaires, qui sont conservés d'ailleurs en majeure partie en latin, essayez de voir quels sont les indices qui permettent de voir en quoi il s'adressait aux simples gens ou quels sont les indices autour d'éléments de rhétorique qui seraient propres à cette prédication aux simples gens. Alors le premier, c'est la brièveté. Humbert de Roman le dit, parmi les nombreux exemples, on choisira les plus efficaces, ceux dont l'utilité est évidente et les plus courts. Si le récit est trop long, on retranchera tout ce qui est inutile ou accessoire, et on ne racontera que ce qui a trait à la démonstration. Ensuite, il y a un rapport étroit à l'autorité. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme le couteau suisse, il faut bien l'avoir sur soi, hein, pour pas le laisser traîner, qu'on le perde et qu'il serve à... Bon. C'est-à-dire que c'est l'autorité, les récits doivent être véridiques. Il y a un contrat de croyance qui est passé entre le prédicateur et son auditeur. Le prédicateur ne peut pas dire n'importe quoi. Alors, très vite, il dira un peu n'importe quoi, il se lancera dans les bouffonneries, etc. Et Dante Alighieri, par exemple, condamne ce genre de prédication. Bien. Enfin, et il me permet de citer Michel Zinc dans son ouvrage La subjectivité littéraire, puisqu'il l'a bien noté, la démonstration de la vérité d'ordre moral, qui est la leçon de l'exemplum, passe par l'affirmation de la vérité référentielle de l'anecdote qui l'illustre. Bien. Et pour les fables, Humbert de Roman dit « Il ne faut jamais raconter d'histoires incroyables ou dont la vérité n'est point plein possible. » Et si on les raconte, eh bien, il faut préciser que ce n'est pas une histoire vraie et qu'on l'introduit en raison de sa signification. Et on retrouve ce que Michel Zinc a dit tout à l'heure à propos de la sonofiance, c'est-à-dire qu'il faut contrôler la chose. On peut raconter des fables, mais notamment par le biais de l'allégorie, il faut bien les contrôler. Alors, quels sont ces moyens ? Eh bien, le premier, ce sont les mots en langue vulgaire.
Alors je ne dis pas traduction des recueils en langue vulgaire, parce que lorsqu'on passe du latin à la langue vulgaire, de façon assez paradoxale, on quitte les simples gens pour gagner les gens cultivés. Jacques Monfrein l'avait bien montré. Même s'il y a toujours circulation des récits. Par exemple, la Somme le Roi, qui est un manuel de morale chrétienne, rédigé donc en ancien français, à la fin du XIIIe siècle par frère Laurent, a eu un grand succès. On en compte 90 manuscrits. Il a circulé d'abord dans des exemplaires de luxe, très enluminés, donc il n'a pas gagné le public des simples gens, mais il est devenu assez vite un instrument de prédication, il a pu donc gagner des simples gens. Il y a une circulation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jamais être manichéen, hein, il n'y a pas le latin, l'ancien français ou l'ancien français qui serait destiné. Il y a une circulation et c'est l'étude des manuscrits qui permet précisément l'étude codicologique qui permet cette approche. J'entends simplement l'emploi au sein d'un discours en latin de mots en langue vulgaire qui permettent pour le prédicateur d'être précis et de se bien faire comprendre. Alors, ces mots peuvent maintenant nous paraître inefficaces, car un prédicateur qui ignore l'ancien français, qui lit un recueil d'exemplats avec du latin et tout à coup il a de l'ancien français. S'il ne connaît pas l'ancien français, il va dire que c'est inefficace. Oui, mais on sent ici que l'emploi de l'ancien français, enfin disons de la langue vulgaire, même si je ne sais pas si on emploie encore ce terme, c'est en quelque sorte imposé aux rédacteurs du recueil. Ils sont les indices d'une future oralité dans la matrice latine. Tout se passe comme si le latin ne pouvait pas être satisfaisant. Et on distingue même sous ces mots latins que le prédicateur veut avoir recours au savoir de l'auditoire, au consensus, que le latin donc ne suffit pas et qu'il essaye il révèle par cet emploi des mots en langue vulgaire son désir d'être finalement bien compris. Alors, il y aurait plusieurs exemples, je n'en prendrai qu'un. C'est Étienne de Bourbon, par exemple, qui évoque à 2 reprises une pratique des nourrices médiévales qui est de faire le barbeau. Vous avez ça d'ailleurs dans l'exemplier. Il y a deux rédactions, je peux simplement citer la première. Étienne de Bourbon vise ceux qui abandonnent le projet de faire pénitence alors qu'ils en avaient au départ la volonté. Il leur oppose une citation tirée de Jérémie, « Mais que vois-je, ils sont atterrés en pleine déroute, ils fuient sans regarder derrière eux. » Oui, là je vous ai mis, le manuscrit il est un peu faible, mais le titre est important. Et il ajoute, « Le diable leur fait comme l'on fait à l'enfant, ce qu'en français on appelle barbeau, afin qu'ils reculent à la manière d'un enfant. » Or, plus loin, il précise, à la fin de son traité, il vise les mélancoliques, et il dit, il est semblable ce mélancolique, c'est-à-dire celui qui est tombé dans le péché d'acédie, spleen, à l'enfant à qui la nourrice fait le barbeau, soit une peur fictive. Il fuit, se cache et tombe. Alors, faire le barbeau, c'était soit présenter à l'enfant un masque barbu, et vous voyez dans le titre, c'est extrêmement important, puisque vous avez « De larva vel barbo » dans le titre du manuscrit. C'est-à-dire qu'il donne le titre en latin, « De larva », c'est-à-dire le masque en latin, et puis, pour être plus précis, il dit « vel barbo », c'est-à-dire soit ce masque barbu, soit le fait, comme le faisaient les nourrices, c'est-à-dire avec votre main, vous vous cachez le visage et puis vous faites barbeau, au bout, enfin ce qu'on veut, et l'enfant a très peur. Bien. Alors, il y a d'autres mots qui apparaissent, que l'on voit comme tirelire, par exemple. Et puis, il y a je prendrai l'exemple que vous avez dans votre exemplier, parce que c'est un beau texte qui est tiré. Oui, voilà, je vous ai mis là où se trouve ce récit, dans un manuscrit latin de la Bibliothèque nationale, qui est le 3555, qui est écrit dans le sud de la France, entre 1272 et 1290, 250 récits,
Et ce sont des récits qui s'ancrent vraiment dans le sud de la France. Il y a une foule de noms de lieux qui sont cités. Ce manuscrit, d'ailleurs, ce recueil fait l'objet d'une thèse d'école des Chartes qui va être soutenue après-demain. Donc, vous voyez qu'on continue encore à travailler sur les récits exemplaires à l'école des Chartes. Alors, je vous donne tout de suite la traduction, parce que sinon... Alors, vous avez vu le texte, comment cela se présente. Donc, voilà le texte latin. Donc, du même sujet, à propos de l'avocat, un avocat ou un juge dans la région de Limoges faisait route avec un noble pour aller plaider dans une affaire qui l'opposait à un autre noble. Arrivé dans un bois, des coups de tonnerre se firent entendre et la foudre tomba à plusieurs reprises. Donc là, on est toujours dans le latin. Ils se réfugièrent tous dans quelques arbres creux, leur monture restant à l'extérieur. La foudre tomba de façon terrible sur les animaux sans les toucher. L'avocat dit alors en langue vulgaire, et il le dit donc, comme on dit maintenant en occitan, provençal, enfin, Dieu a manqué sa cible. Peccat ses Deus. Alors que les autres faisaient honneur à Dieu et lui rendaient grâce avec révérence. Et ils le réprimandèrent sévèrement de cette parole. Ils finirent par s'en aller. Ils arrivèrent au village qui était leur lieu de destination. Devant la porte de la ville s'était réunie une foule. Et voici qu'un petit nuage apparut au-dessus d'eux. Il en sortit la foudre qui tomba sur l'avocat, le renversa, le mit en pièces et le brûla. Devant lui, l'écuyer du dit noble eut ces seuls mots: Dieu n'a pas manqué sa cible. Et là, il le reprend: Deus non se peccat. Voilà. Donc, quelque part, le héros malheureux est un avocat, un juge, mais en fait, il s'agit d'un homme qui est marqué négativement et un homme qui incarne les blasphémateurs, qui pourrait être n'importe qui. C'est-à-dire que le héros ne vise pas seulement les avocats, même si ceux-ci étaient très mal considérés. Ça faisait partie de la profession la plus abominable du Moyen-Âge, puisque c'était des menteurs, tout simplement, des menteurs professionnels. Bien. Or, la foudre ne tombe jamais par hasard. Les exemples sont très nombreux. La foudre est un châtiment contre les usuriers, les danseurs, les fornicateurs et ici les blasphémateurs. Le phénomène du foudroiement, vous l'avez remarqué, est très bien décrit. Les hommes se protègent à l'intérieur de l'arbre creux, non sous sa frondaison, car on sait que lorsqu'une personne se trouve sous un arbre ou adossée à un mur ou la colonne d'une église, son corps constitue un chemin de moindre résistance, le courant saute vers le corps et par l'intermédiaire d'une étincelle ou d'un arc, il s'écoule par le corps. Alors, soit il traverse le corps complètement, soit il s'écoule par sa surface en désintégrant les vêtements, en brûlant le système pileux ou en provoquant des blessures superficielles. Je cite là les spécialistes de la foudre. La foudre tombe sur les chevaux, mais sans les blesser. Et le foudroiement du bétail dans les champs est relativement fréquent. En France, d'ailleurs, à l'heure actuelle, plusieurs centaines de bêtes sont foudroyées par an. Bien, donc, vous voyez, il y a cet aspect concret qui apparaît soit dans le récit, parce que les paysans étaient au courant de ces choses-là, d'ailleurs dans des récits cisterciens, dans le petit livre de proverbes de Galland de Régny, qui est en fait un petit recueil d'exemplaires, il écrit: quand le tonnerre et l'éclair menacent, n'escalade ni mont ni tour, mais reste le plus bas possible, car la foudre tombe plus souvent sur les hauts lieux que dans les bas-fonds. Donc oui, c'est ce côté concret. Quant aux courtes phrases en occitan, ce sont elles qui sont les points d'attache du récit. Ce que l'avocat considère comme un bon mot lui est retourné par son écuyer en guise d'oraison funèbre. Il y a là un effet comique indéniable, la délectation du récit s'accommodant fort bien de la mort d'un pécheur. Bien, alors, laissons là ces mots, on pourrait en trouver encore de nombreux. Oui, il y a par exemple un chevalier français qui, à Noël, passait toute la journée en extase et en disant, je le cite dans le texte en ancien français, « Bercier l'enfant ».
Et on peut retrouver des berceuses comme ça, notamment dans le domaine occitan au XIXe siècle. Cela a été étudié. Donc, on a là une des premières attestations de berceuses au Moyen Âge. Bien, mais laissons. Autre indice qui est à prendre en compte, c'est le dialogue. Alors, Marianne Polo de Beaulieu a dirigé un beau volume qui est paru en 2012 sur les formes dialoguées dans la littérature exemplaire du Moyen Âge. En effet, la mise en dialogue de matériaux narratifs est un procédé essentiel dans la dynamique narrative. C'est-à-dire à tous les niveaux de l'œuvre qui est construite en forme de dialogue, comme le dialogue de Grégoire le Grand, jusqu'au dialogue des miracles de Césaire de Heisterbach, jusque dans l'exemplum lui-même. C'est-à-dire qu'en principe, le canevas latin devrait suffire. Et les auteurs devraient penser que le prédicateur sera suffisamment habile pour reconstituer des dialogues. Mais il y en a, c'est là où me semble un signe important, il y a certains auteurs qui ne peuvent pas résister, c'est-à-dire qui donnent, alors qu'ils ne devraient pas le faire, comme Humbert de Roman qui dit qu'il faut être très court, et puis en fait il donne des dialogues. C'est-à-dire que c'est comme les mots en ancien français, enfin, en langue vulgaire, qui s'imposent un peu malgré les auteurs. Mais là, le dialogue s'impose malgré les auteurs. On pense qu'ils voudraient bien faire court, mais c'est quand même. Pardon, quelques dialogues. Et donc, vous l'avez cela également dans votre exemplier. Je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais entre le récit d'Étienne de Bourbon, donc qui écrit entre 1250 et 1261, et puis Humbert de Roman, qui prend les récits d'Étienne de Bourbon et puis qui les transforme. Alors parfois il les raccourcit, c'est très rare parce que faire plus court qu'un canevas, c'est souvent difficile. Et là, au contraire, il l'allonge. C'est ce récit assez connu, enfin, dans le domaine des récits exemplaires. C'est un Breton qui se rend, je lis donc rapidement le récit d'Étienne de Bourbon. C'est un Breton qui se rend au marché du mont Saint-Michel pour vendre une vache et un veau. Et il est menacé par l'avancée du flot et il promet de donner le veau s'il en réchappe. Le flot se retire et il dit qu'il fallait être bien fou, bien sot pour croire qu'il avait donné le veau. La mer revint. Il promit la vache et le veau à Saint-Michel s'il le sauvait. « Tu auras tout, Michel, dit-il, tu auras tout. » Dialogue. Enfin, intervention. Guillemets, quelque sorte. Quand il sait que le danger est passé, il se dédie. « Tu n'auras, Michel, ni la vache, ni le veau. » Cet homme, dit Étienne, est semblable à ceux qui, craignant de manière servile et étant en danger, promettent de restituer les biens qui ne sont pas eux, d'entrer dans un monastère, etc. Et Étienne revient à l'histoire en disant que le Breton, qui croyait être hors de danger, fut emporté par le flot. Si l'on regarde... Attendez que je vois si on... Oui, voilà. Donc, vous voyez, est en gras les dialogues. Au moins, oui, le dialogue entre les interventions du Breton, qui devient d'ailleurs, chez Humbert de Roman, il est plus breton, il devient un paysan moqueur, un rusticus truffator. Et oui, on passe de 2 interventions au style direct à 4 interventions au style direct qui rythment les récits. C'est-à-dire que le paysan s'adresse donc directement à Saint-Michel, c'est-à-dire que le début du récit d'Étienne de Bourbon, qui était au style indirect, passe au style direct chez Humbert de Roman. Donc il installe d'emblée le dialogue entre le paysan et Saint-Michel et s'y tient jusqu'au bout. Les paroles du paysan correspondent aux attaques des flots. Ainsi rythmé, le récit acquiert plus de clarté et les différents éléments de l'histoire s'imbriquent parfaitement. Et on peut revenir même un des auteurs, un de nos auteurs favoris avec Humbert de Roman, et que Michel Zinc a cité encore ce matin, c'est Jacques de Vitry qui utilise ce récit. Et ça confirme ce que je disais avant, puisque Jacques de Vitry
privilégie aussi le dialogue et il insère même à la fin une réplique du paysan en langue vernaculaire. La mère se retirant, il se crut en sécurité et il dit « Ne la vache, ne le véel », c'est-à-dire « Nec vacam, nec vitulum tibi dabo ». Oui, Jacques de Vitry, c'est un des plus grands prédicateurs du début du XIIIe siècle, qui a fait partir des milliers de gens en croisade. Il donne l'ancien français d'abord, et puis comme il sait, contrairement à d'autres, contrairement à l'auteur du 3555, que peut-être il aura des lecteurs, je ne sais pas, qui parleront allemand ou italien, qui ne comprendront pas le latin, eh bien, qui ne parleront pas l'ancien français, et il précise, c'est-à-dire, et je ne lui donnerai ni la vache ni le veau. Mais là, vous voyez, vous avez aussi une intervention. Bien. Je laisse tomber, si je puis dire, ce dialogue pour terminer sur parler très brièvement, en quelques minutes, d'un indice qui est important, me semble-t-il, c'est le proverbe. Claude Buridan a dit « Tout proverbe est en quelque sorte la leçon d'un exemplum en puissance ». Il a raison, mais on trouve relativement souvent, selon les auteurs, des proverbes qui sont cités à la fin des récits exemplaires. C'est-à-dire qui doublent en quelque sorte le récit. Et par exemple, quand on lit l'histoire, alors, oui, donc vous l'avez, je vais rapidement, c'est l'histoire des fils qui tirent des flèches sur le cadavre du père. Vous connaissez cette histoire parce qu'un père de famille a une épouse adultère, il a eu 3 fils, alors il bat sa femme et sa femme lui dit « de toute façon, il n'y a qu'un fils qui est de toi ». Bon, alors, et avant sa mort, le père indique dans son testament qu'il laissait sa fortune au seul fils légitime, mais il ne sait pas lequel. Alors le juge est très embêté, il dit qu'est-ce qu'on va faire ? Et il dit, ben voilà, on va mettre le corps du père, on va l'attacher à un arbre, les fils vont tirer chacun une flèche, et celui qui visera le plus au milieu, il aura le plus au milieu, ben on dira que c'est le fils légitime. Alors, les 2 premiers n'hésitent pas, ils tirent la flèche. Mais le 3e se met à pleurer et refuse de tirer la flèche sur le corps de son père. Et il fut reconnu par le juge, vous voyez, comme le seul fils légitime et l'héritier, car il avait été poussé par un instinct naturel. Et Étienne de conclure, le cœur ne ment pas. Unde propter hoc vulgariter dicutur, comme on dit en langue vulgaire, mais il le dit en latin, pour le même phénomène que j'ai expliqué, je ne reviens pas dessus, le corps ne ment pas. Et effectivement, dans Moravski, c'est-à-dire dans le recueil des proverbes médiévaux, quers ne peut être mentir. On le trouve et c'est bien. Alors, il y a d'autres exemples, je les saute. Je crois que cet appel au proverbe est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en faisant appel au sens commun, sur lequel les proverbes semblent reposer, le prédicateur présente sa leçon comme une vérité d'évidence partagée par tous, au-delà même des mystères de la foi chrétienne. Bien. Donc, on pourrait en dire encore beaucoup sur le proverbe, mais je m'arrête. Et alors, on pourrait trouver encore d'autres indices, mais il y a par exemple, mais qui sont plus hypothétiques. C'est le problème, c'est-à-dire par exemple, quand vous citez des noms de personnes ou de lieux qui renvoient à des lieux précis, à des villages au sud de la France, vous pouvez vous dire, alors, ça peut être bien quand vous prêchez dans le coin, sur place, mais si vous prêchez dans le nord, en citant des lieux très précis, des villages du fin fond du département de l'Aude, par exemple, comme c'est le cas dans le 3555, c'est pas sûr que ce soit... Bon. Enfin, je tenais à le dire. Alors, je terminerai par une question, puisque les exemples qu'on a vus sont placés dans des recueils destinés aux prédicateurs, mais ce sont des récits oralement potentiels, donc essayez de trouver des signes, des indices de parler aux simples.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas interroger, ce serait finalement plus simple, les sermons, susceptibles de les accueillir? Alors, et de repérer, bien entendu, les exemples qui s'y trouvent. Et on peut penser tout de suite, et Michel Zinc les a cités ce matin, ce sont les sermones ad status. Et mais comment est-ce que vous n'y avez pas pensé avant, puisque ce sont des sermons qui sont destinés à plusieurs publics, et au milieu, vous avez les marins, les servantes, donc des saints. Hélas, les études récentes ont montré cette répartition a davantage un caractère de classement de la matière narrative sans intention particulière en matière d'éventuels modèles de comportement. C'est-à-dire que ça vise plus l'utilité pour repérer des exemples-là que vraiment la norme. Et pour ce qui est d'une rhétorique spécifique aux États, et là encore, si on peut citer Jacques Le Goff, il y aurait une recherche à faire, même si la question pourrait être reprise plus à plein, les sermons se distinguent peu entre des sermons qui sont pour des status, on va dire, peu populaires, les évêques par exemple, ou des sermons adressés aux enfants ou à un public plus populaire. Donc la forme, comment dire, il y a peu d'écart et donc pour nous c'est finalement peu utilisable. Ceci dit, ces sermons sont utiles pour établir une thématique par état. Le sermon aux marins de Jacques de Vitry, qui est encore inédit, est fondé à travers des citations bibliques ad hoc sur la mer et sur les vents. Le sermon lutte contre les pirates, contre ceux qui spolient les naufragés, contre la luxure des marins et leur ivrognerie. Bien. Autre piste, pourquoi ne pas interroger pourquoi ne pas interroger, vous allez comprendre pourquoi on ne les interroge pas, les sermons adressés aux simples et qui auraient pu être reportés, c'est-à-dire copiés par un auditeur. Pour le Paris du XIIIe siècle, ils ont été étudiés par Nicole Berrioux dans sa thèse « L'avènement des maîtres de la parole ». Il en existe aussi en français, comme ce sermon sur Jonas, étudié par Michel Zinc dans sa thèse « La prédication en langue romane avant 1300 ». Mais précisément, si les universitaires, les étudiants en théologie ou les clercs, même si parfois certains ne sont pas très doués pour ça, sont capables de reporter un sermon, c'est-à-dire le copier et puis de le mettre dans un recueil, les simples gens sont assez, et surtout s'ils sont illettrés, c'est-à-dire s'ils ne connaissent pas le latin ou s'ils ne savent pas écrire, évidemment, ils ont plus de mal à le faire. Et puis dans quel cadre ? Il y a eu, heureusement pour nous, des clercs pour reporter des sermons faits aux simples gens, comme Pierre de Limoges, maître Essard en 1262, qui était associé à la Sorbonne, qui est mort en 1306 à Paris. Il était théologien, c'était un astronome, il a légué 120 volumes, et on le remercie encore, à la Sorbonne, et si je puis dire, à la Bibliothèque nationale de France. Et alors, en 1260 et 1261, il recueille 300 sermons, dont beaucoup de Robert de Sorbon. Et il a pris en note des sermons qui sont prononcés en langue vulgaire, qu'il a conservés en latin. D'autres ont été prononcés en langue latine, mais, écrit-il, ils sont aisément transposables en langue romane. Il le dit noir sur blanc, je pourrais vous le montrer. Alors on a par exemple 2 sermons sur saint Matthias, apôtre. Ces sermons ne sont pas édités, mais ils sont accessibles via Gallica, mais d'approche peu aisée. C'est-à-dire Pierre de Limoges a une écriture qui se laisse peu lire. Alors donc voilà une page que vous pouvez récupérer sur Gallica. Si vous voulez, j'ai mis une flèche, voilà où commence alors, ce sermon, donc, qui était destiné au peuple, a été conservé. Donc il est conservé en latin. Il est bâti sur le thème, comme vous pouvez le lire, l'un est humilié, l'autre exalté. Alors, il n'y a pas d'édition. Alors heureusement, Nicole Berrioux, dans sa thèse, en a donné un résumé que j'ai pu contrôler grâce à la lecture de ce sermon. Il est vrai que sur microfilm comme ça, sur photo, on le lit difficilement, il faut avoir le manuscrit, parce que c'est vrai que c'est une écriture qui est
qui n'est pas simple. Donc, enfin bref, il est bâti sur le thème, l'un est humilié, l'autre exalté. Et on passe, il y a une gradation qui mène de l'humilité méprisable du renard à l'humilité acceptable de l'ours, jusqu'à l'humilité de la désirable de la colombe. Et le contraire, l'opposé de l'humilité, c'est-à-dire l'humilité dévoyée, c'est l'hypocrisie. Et le prédicateur, on ne sait pas qui c'est, sans doute pas Robert de Sorbon, prédicateur anonyme. L'hypocrisie se trouve dénoncée à travers l'observation du renard, à travers le milan, qui trompe la petite vieille en s'emparant des abats qu'elle fait sécher au soleil. Hein, ça parle, c'est concret. Il dénonce aussi ceux qui s'occupent d'eux-mêmes. Alors, je cite, ça, j'ai eu du mal pour le retrouver, mais enfin, je l'ai retrouvé quand même, là. Ils sont semblables au coucou qui ne sait faire autre chose. Donc, c'est ceux qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. Ils sont semblables au coucou qui ne sait faire autre chose que de se nommer lui-même en chantant sans arrêt coucou. Bien. Et alors, puisque nous sommes dans le monde ici je vais dire de la langue vulgaire, l'ancien français, quand on regarde le manuscrit, comme vous pouvez le voir, voilà, hein, là c'est tout simple. Vous voyez, là où il y a la flèche, ils sont, je ne vois pas bien, semblables, hein, similes, ça vous le voyez. Hein, oui, je peux bouger parce qu'il ne faut pas que je parte. Et similes, hein, al koku et al koku. Donc, vous voyez, là, il y a l'intervention, me semble-t-il, parce que je suis très, très mauvais en ancien français, ou là, je ne sais pas quelle langue, d'ailleurs, il ne met pas semblable, et tout à coup, il parle en latin, puis il arrive à un mot, ils sont semblables. Il ne peut pas dire semblable koku, parce qu'il manque le datif en français. Je ne sais pas si ça existe, il ne me semble pas. Hein, non, je plaisante, mais donc il est gêné. Il est gêné. Et donc il dit semblable, et il emploie la formule al-koku. Hein, oui, c'est ça, al-koku. Qui, tempore, etc. Enfin, vous lisez le reste bien facilement. Alors, il faut que je termine, mais ceux qui se glorifient, par exemple, qui se parent d'un peu de vertu, sont comme du fumier couvert de neige. Oui, on est de plus en plus dans le concret. Hein. Et on continue, et ceux qui se glorifient de leur conduite sont comme la poule qui chante au premier œuf pondu. Bien. Donc, et puis il continue encore, et puis à la fin il dit « Et comment peut-on lancer une pierre si ce n'est en inclinant d'abord le bras jusqu'à terre ? Et quel oiseau monte au ciel s'il n'a d'abord fortement comprimé ses ailes ?» Donc là, si on peut retenir dans toute cette rhétorique pour les simples, si on peut retenir l'appel au concret, et que c'est extrêmement important. Alors, en conclusion, on pourrait continuer. D'ailleurs, l'enquête pourrait être poursuivie hors du royaume de France, en Italie, avec Bernardin de Sienne, hein, puisque là, ou en Empire, avec les sermons de Berthold de Ratisbonne, hein, qui au XIIIe siècle s'adressait au peuple. Et on a conservé ces sermons avec les dialogues et surtout avec les échanges, hein, avec le peuple. Alors, on ne sait pas si ce sont des échanges fictifs, etc. Alors, malheureusement, pour Berthold de Ratisbonne, au départ, c'était des clercs qui prenaient en note. Et puis, ils l'ont apporté à Berthold. Berthold dit « mais c'était mal fait, c'était mal... » Et il dit « bon, je vais le faire moi-même. » Hélas, parce qu'évidemment, en reprenant lui-même ses prêches, ses sermons, il a dû quelque peu les écrire. Donc, il faut se lamenter pour Bernardin de Sienne, c'est pareil. On avait des gens qui prenaient en cours ces sermons. Et il y en a un qui dit « Ah, il a prononcé de très beaux exemples. J'aurais dû les noter, mais je n'avais pas pris assez de tablettes de cire. » Alors, vraiment, c'est rageant. Enfin bon. En conclusion, que peut-on dire ? C'est que les auteurs de recueils d'exemplats visaient les simples à travers ceux qui allaient utiliser leurs œuvres. Ou plutôt, ils savaient que les récits qu'ils proposaient pouvaient leur être présentés moyennant tact et prudence. Un léger sifflement qui calme les chevaux excite les petits chiens, disait Jacques de Vitry. Ils savaient aussi, et ça c'est très important,
que l'écriture n'était qu'un pis-aller. À propos des proverbes, des comparaisons et des exemplaires, Jacques de Vitry dit qu'ils ne peuvent être exprimés, mais sans doute Michel Zinc vous a déjà cité cette phrase, ils ne peuvent être exprimés par écrit comme ils le seraient à l'aide du geste, de la parole et de l'intonation. Et là, il s'agit d'une gravure qui illustre précisément un ouvrage de Pierre de Limoges, le De Oculo Morali. Je remercie Marianne Polo de Beaulieu d'ailleurs de m'avoir signalé cette image, où là on voit un prédicateur, mais le public n'a pas l'air très, très populaire, malheureusement pour nous, mais qui, lorsqu'il parle d'exemplats autour des yeux, montre son œil. Vous avez un borne d'ailleurs dans l'assistance aussi. Alors, et il continue, parfois plaisant à entendre pour qui les écoute, ils n'ont plus de charme pour qui les lit. Et on revient à ce que je disais en introduction sur cette délectation. Et pourtant, il faut qu'il soit mis par écrit, disait-il, afin de fournir des éléments à ceux auxquels Dieu a donné la grâce d'émouvoir les auditeurs par leur talent oratoire. Donc les récits exemplaires sont une arme pour les prédicateurs vers un public de simples. D'ailleurs, les sciences cognitives, à travers notamment les recherches très récentes de David Comber-Kidd, qui sont parues dans la revue Science en 2013, ont montré l'impact des métaphores dans le processus didactique, l'impact dans le cerveau, dans le processus didactique. C'est une piste à suivre. Saisir les exemples dans leur performance reste bien délicat. Le recours à la langue vulgaire, au dialogue, au proverbe, à un style dépouillé, des emprunts au monde quotidien et rural sont des atouts forts. Il reste qu'une enquête systématique dans les sermons reportés permettra sans doute de vérifier ces premières constatations. Je vous remercie. Bon, merci, cher Jacques. Vous voyez que c'est quand même autre chose. Alors, quelqu'un qui connaît vraiment la question. Et il y a énormément à dire sur tout ce que nous a apporté Jacques Berlioz. Simplement deux petites remarques avant d'ouvrir la discussion. D'une part, vous avez vu que la citation de la première épître aux Corinthiens sur le lait et la nourriture solide est partout. Et elle est partout, et vous vous rappelez, enfin ça je renvoie à ce que je disais, qu'elle est partout, mais utilisée de façon différente. Nous avons vu que Saint Bernard n'a pas du tout la même répartition que Jacques de Vitry, c'est presque contradictoire, donc on la trouve partout, mais chaque fois il faut regarder de près. Là, nous étions du côté Jacques de Vitry, mais avec ces expressions qui sont très in scientia debiles, bon très bien, in fide rudes, c'est ce terme rudes sur lequel Jacques Berlioz a attiré l'attention, est très important. Hein. Rudes, c'est un défaut sans en être un. Ils ne manquent pas de foi. Ils sont rudesses dans la foi, et on peut le rapprocher de ce que dit Rutebeuf, qui commente sans arrêt son nom au regard de sa poésie. Je suis rude comme bœuf, et à la fois c'est une formule d'humilité au regard de sa poésie, mais en même temps, il ne veut pas dire non plus que sa poésie est mauvaise, c'est autre chose. Et puis, alors, tout était passionnant, mais du point de vue du misérable littéraire que je suis, l'insistance de Humbert de Roman à dire que l'exemple doit être bref, parce qu'il ne faut pas se perdre dans le récit pour le récit et aller à sa leçon. Mais quand on regarde comment ils sont faits,
il y en a qui sont développés. Et l'exemple de la vache et du veau est un exemple magnifique et qui a été admirablement commenté par Jacques Berlioz sur les ressorts du récit et de la plaisanterie, en quelque sorte. Et l'exemplum, c'est un art du récit qui n'est pas fait pour mettre le récit en valeur, en principe, mais qui finit par le mettre tout de même en valeur par les dialogues, comme l'a bien montré Marianne Polo de Beaulieu, ou par l'action oratoire, comme Jacques de Vitry le dit dans la citation que Jacques Berlioz fait en conclusion. Même pourquoi insister sur l'action à propos des exemplaires? Justement parce que là, c'est à la fois quelque chose de concret, de vivant, et quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de trop développer. Et donc, qui doit être renforcé sur le moment par l'action oratoire, par le geste, par le ton, hein, pour, en passant, dire et faire sentir rapidement beaucoup. Et alors les exemples avec de la langue vulgaire sont évidemment particulièrement intéressants pour nous. On remarque ce qui est très souvent le cas lorsque les manuscrits latins citent la langue vulgaire, qu'ils n'ont pas d'usage graphique. Par exemple, peccats cessius, c'est écrit SES, ça ne va pas jamais dans un manuscrit en Languedoc, on trouverait ça. Ou Deus non se peccat, on ne trouve jamais peccat écrit Q. D'ailleurs, étymologiquement, c'est absurde. Mais un scribe de langue française ou de Languedoc ne le ferait pas. Et oui, et de même pour Similes al cocut, où dans ce cas-là, on ne trouve pas COQT. On le trouverait pour le cuisinier à la rigueur, mais pas pour le coucou. De façon logique. Bon. Mais en fait, tout ça, sont des détails. Et quant à la relation entre le proverbe et l'exemplum, c'est quelque chose qui est extrêmement riche, non seulement parce que, comme dit notre collègue Buridan, le proverbe est la leçon d'un exemplum en puissance, certes, mais parce que les exemplats citent fréquemment des proverbes et que le ton du proverbe est en lui-même un ton de simple. C'est quelque chose que nous verrons quand nous en aurons fini au début de la séance prochaine avec Maurice de Sully. Nous verrons, ce sera la fin sur prédication, un sermon très très particulier et très intéressant en français qui joue énormément de ce que j'appelle, je dis toujours la même chose, mais ça s'appelle le ton entendu. Et ce ton entendu, c'est une expression que j'aime bien parce que le ton entendu, c'est un ton oral et c'est en même temps le ton d'une sagesse des simples ou d'une sorte de fatuité des simples qui sont contents de pouvoir être affirmatifs sur certains points. C'est quelque chose que nous verrons en détail. Mais enfin, je parle beaucoup pour ne rien dire et je pense que l'assistance a, elle, beaucoup à dire.